Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 12 juin je crois. Oui voilà, je sais même plus quel jour on est. Et j'ouvre un nouveau vlog. Nous voilà partis pour quelques jours ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien. Niveau météo, comme vous pouvez le voir, j'adore l'automne, hein, puisque voilà, je pense que en fait on est passé du printemps. Voilà, on est passé directement à l'automne. Il n'y a pas eu d'été cette année et voilà, ça s'arrange pas. Hein. Il fait toujours, voilà, soit il pleut, soit il y a des nuages, soit il y a du vent. Dans tous les cas, les températures restent assez basses. Enfin bon, bref. Voilà, donc ça devient un peu le rituel de faire un point météo au début de ces vlogs parce que vraiment j'en ai ma claque de ce temps. J'ai envie que l'été arrive. Bon, enfin, bref. J'ouvre ce vlog pour vous parler de Younger de Mary Hale, apparaître aux éditions addictives le 20. Oui, c'est ça. Le 20 juin. Oh là là, j'ai un problème avec les dates, mais c'est terrible. Donc le 20 juin. Donc quand vous aurez ce vlog, bien évidemment, il sera déjà disponible en librairie. Et j'aime autant vous dire que pour moi, c'est un petit peu la romance de l'été. Alors déjà, parce que c'est une romance qui va vous dépayser, puisqu'on va partir en Italie. On va quitter la Bretagne pour partir en Italie, aller à Rome, à Milan. Enfin bref, on va faire un petit tour de l'Italie, donc c'est plutôt sympa. Et j'ai trouvé que c'était assez bien représenté, puisque l'hôte de cette jeune fille, donc qui est le père de sa meilleure amie, et donc un italien, et qu'on a cet accent et ces petits mots glissés en italien, cette cuisine qui donne super faim tout au long du repas, tout au long de la lecture. Bon, aujourd'hui c'est pas le jour. Et donc voilà, donc j'ai adoré cette romance. Alors le trope, on est sur un trope H-Gape. Et vraiment relation interdite, puisque non seulement ils ont 17 ans d'écart, mais en plus c'est le père de sa meilleure amie. Alors, comment se retrouve-t-elle dans cette situation? Ben, en fait, Romy et Maja sont amies depuis l'enfance, mais elles se voient très peu parce qu'elles ont des vies complètement... elles vivent pas du tout au même endroit et elles ont des vies complètement différentes. Donc, Maja est mannequin, donc elle fait un petit peu le tour du monde, et Romy, elle est pâtissière. Donc voilà, je vous dis, ça donne faim, je vous le dis direct. Hein. Donc Romy est pâtissière et elle travaille dans une pâtisserie en Bretagne. Pour Noël, elles ont un petit rituel. Elles s'offrent toutes les deux un colis, mais un colis de choses fait main. Donc en général, Romy offre à Maja des gourmandises. Et cette année, Maja Maja offre un colis à Romy, donc de choses fait main aussi. Et puis il y a une petite surprise dedans avec un billet d'avion qui l'invite à venir passer un mois en Italie chez son père Mathis. Voilà comment elle se retrouve en Italie. Alors, j'ai adoré ce livre, mais vraiment, clairement, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré pour plein de choses. Déjà, la plume, c'est super fluide. On rentre directement dedans, il n'y a pas de longueur. Ça se lit très très bien. Pour vous dire, je l'ai dévoré, j'arrivais pas à lâcher. Au-delà de la romance, il y a une intrigue qui est plutôt sympa, mais je ne vais pas vous la dévoiler parce que moi, j'étais très contente je sais pas si elle était marquée sur la 4e, parce que je l'ai lu la 4e avec vous, mais voilà, je me rappelle plus. Et voilà, il y a une petite intrigue dedans qui donne clairement un plus énorme à cette romance. Et en plus de ça, au-delà de la romance, il y a aussi une belle histoire d'amitié avec Romy et Maja. Donc, il y a également des relations père-fille. Enfin, vraiment, je trouve que ce roman est super. Alors, pour vous en dire un peu plus, donc bien évidemment Romy va partir en Italie. Dès le début, on sent qu'il y a une certaine attirance avec Mathis, donc qui est le père de sa meilleure amie. On sent de suite cette attirance, donc il faut savoir que Mathis est chef cuisinier, il a des restaurants en Italie. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va vous donner faim. Alors vous êtes dépaysés, ça vous donne faim. Puis la romance est géniale. Alors j'ai pas du tout senti justement cet écart d'âge, j'ai trouvé que c'était fait vraiment dans le respect. Il n'y a pas de choses qui sont malsaines ou quoi que ce soit. Moi j'ai adoré, franchement. Je sais que ce trope est souvent un petit peu controversé, que certains ne l'aiment pas trop, le fuient un petit peu. Mais là vraiment, moi j'ai passé un super moment.
J'ai adoré les persos. Alors le personnage de Romy, c'est une jeune fille qui a eu pas mal de choses dans sa vie qui ont quand même été un petit peu difficiles. Mais elle est super solaire, elle est vachement mature. J'ai beaucoup aimé ce personnage et le personnage de Mathis aussi. Voilà, je pense que comme Romy, j'aurais sûrement craqué pour Mathis parce que voilà. Après, je vous en dirai pas plus. J'ai adoré la fin, c'est super mignon. Vraiment, ce livre, pépite, voilà, pépite de romance de l'été. Si dans pas longtemps, je devrais vous poster la vidéo où je vous présente ma palle pour le challenge destination aux romances que j'organise avec Aurélie du Compte Mon Jardin Littéraire. Et si vous n'avez toujours pas trouvé, je sais pas, il y a un cheveu qui me gêne, je suis désolée. Et si vous n'avez toujours pas trouvé en fait pour remplir la case relations interdites, franchement, allez-y, foncez, achetez celui-là parce qu'il est juste trop bien. Voilà. Donc il est disponible aux éditions Addictive à partir du 20 juin. Et en plus de ça, je ne connaissais pas du tout Marie-Hale, donc c'est vrai que j'avais aucune attente particulière. Comme je dis à chaque fois, quand je connais pas l'auteur, j'ai pas spécialement d'attente. Juste, je suis dans la phase découverte et elle est super sympa. J'ai pas mal échangé avec elle au cours de ma lecture, après ma lecture. Et ça, pour moi, ça donne encore plus un plus en fait au roman quand j'ai des échanges sympas avec l'auteur. C'était d'ailleurs aussi le cas, j'avais oublié de le dire, je crois, dans mon précédent blog. Mais quand j'ai lu et ensuite Le Silence, j'ai pas mal échangé ensuite avec Rose Mallet. Et pareil, je trouve ça très bien quand les auteurs sont abordables. Alors je sais qu'ils n'ont pas tous forcément le temps, bien évidemment. Mais voilà, moi je sais que ça me donne de suite un petit truc en plus par rapport au roman quand j'arrive à avoir un contact avec l'auteur. Donc voilà, allez-y, foncez, je vous le remontre. Hein, alors je vous disais, et puis finalement maintenant je me suis habituée à la couverture parce qu'au début je disais ouais la couverture, mais en fait je trouve qu'elle colle super bien, ça fait très Italie, très c'est très dépaysant et puis au final voilà je me suis habituée à cette couverture. Donc ça c'était pour ma dernière lecture que j'ai terminée. Sinon j'ai tout juste commencé Le secret des Deveril, le tome 1, Fille d'Irlande, de Santa Montefiore, apparaître aux éditions Verso le 5 juillet. Donc moi j'ai une édition, j'ai une épreuve non corrigée. Donc il doit certainement rester encore quelques fautes dedans, ou quelques fautes de frappe ou d'orthographe ou de mise en page. Donc j'ai tout juste commencé. Vraiment, je lis en lecture commune avec Aurélie du Compte Mon Jardin Littéraire. Alors pour l'instant, voilà, on est sur un roman historique, on va plonger un petit peu dans l'Irlande au début des années 1900. On va rencontrer le personnage de Kitty. Kitty est une petite fille qui est la quatrième, je crois, la Benjamin d'une famille de 4. Et Kitty est un petit peu rejetée par sa maman, mais c'est une petite fille qui a, on sent qu'elle a du peps, elle est très solaire, elle a pas sa langue dans sa poche. Et j'aime beaucoup le personnage. Elle est amie avec une jeune fille qui s'appelle Bridie et enfin je sais pas si je dis bien les noms, hein, mais Bridie en fait on va dire est d'une classe sociale plus basse qu'elle, puisqu'elle habite au château des Deveril. Kitty en fait c'est une Deveril. Elles se lient d'amitié, ces deux petites filles, alors qu'elles sont complètement opposées. L'une est protestante, l'autre est catholique. L'une est une anglaise irlandaise et une irlandaise, et l'autre est irlandaise. Donc voilà, on sent qu'il y a cette montée un petit peu... alors, je vous avoue que je suis nulle en histoire sur la période. D'ailleurs, je vais être obligée de regarder un petit peu... ne me jugez pas. Mais voilà, donc là déjà, il y a des choses qui m'ont fait tilter, où je suis allée regarder, enfin bon, bref. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que ce roman va être passionnant. Alors, c'est très contemplatif, évidemment, il se passe pas grand-chose pour l'instant. En même temps, je démarre à peine, j'ai lu 90 pages. Voilà, j'espère avancer rapidement, mais je pense qu'il va quand même me prendre un petit bout de temps parce que c'est assez dense quand même à l'intérieur. Voilà, mais pour l'instant, j'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup découvrir cette période-là que je connais très mal. Et l'Irlande, quoi, voilà. Donc sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous reprends plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends enfin. On est le lundi 17 juin.
Donc j'ai ouvert ce vlog, il me semble, mercredi dernier, et depuis, j'ai absolument pas pris le temps de revenir par ici. Donc voilà. Je reviens aujourd'hui. Alors j'ai 2 updates à vous faire. Je voulais également ouvrir une petite enveloppe que j'ai reçue aujourd'hui avec vous. Et je voulais également vous parler un petit peu de mon programme de lecture pour les prochains jours. Alors on va commencer tout de suite avec cette enveloppe. Je vais faire un peu de bruit évidemment. Vous avez l'habitude. Alors je savais ce que c'était. Donc il s'agit de Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack. Qui m'a gentiment été envoyée par Cécile, donc qui a un petit peu pris la place de Benoît aux éditions du Cherche Midi. Alors je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Romancière à succès, Éléonore Dash a des envies d'homicide. Et elle a de bonnes raisons pour ça. Après s'être trouvée mêlée, malgré elle, quelques années plus tôt, à une affaire criminelle en Italie, avec un beau détective, Connor Smith, elle a entrepris de raconter leurs aventures dans un livre qui est très vite devenu best-seller. Depuis, Connor, devenu un héros pour les lecteurs, et surtout les lectrices, ne cesse de pourrir l'existence d'Éléonore. Mais alors qu'elle songe sérieusement à se débarrasser de cet important, quelle n'est pas sa surprise d'entendre Connor lui dire que quelqu'un essaie de le tuer, et qu'il a besoin de son aide pour savoir qui veut attenter à sa vie. Alors que nos héros sont de retour en Italie accompagnés de quelques fans amateurs de romans policiers, il apparaît bientôt que certains d'entre eux, à l'image d'Éléonore, ont de solides raisons de vouloir tuer l'infortuné Connor. C'est avec beaucoup de charme et d'intelligence que Catherine Mack s'empare ici d'une intrigue à la Agatha Christie pour nous en donner une version diablement contemporaine, pleine d'humour et de suspense. Voilà, j'aime trop la couverture qui fait très estivale. Avec les petits citrons, cette mer là, j'adore. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Donc c'est un cozy mystery, vous l'aurez compris. Et en général, le Cherche Midi a quand même édite quand même pas mal de bons cozy mystery. Donc voilà, je pense que ça sera un bon moment de lecture. Et je vous en reparle bien évidemment très vite. Alors ensuite, niveau lecture, donc quand je vous ai pris mercredi, je venais tout juste de commencer Le secret des Deveril, qui est le tome 1, Fille d'Irlande, de Santa Montefiore, apparaître aux éditions Verso le 5 juillet. Donc je précise qu'il va apparaître aux éditions Verso le 5 juillet, parce que le 5 juillet c'est quand même un petit peu loin. C'est dans une bonne grosse quinzaine de jours. Donc je préfère vous le dire. Ça m'embête en général de vous parler, ça m'embête en général de vous parler autant en avance des romans, mais voilà, là je l'ai lu. Donc en fait il faut savoir que c'est une masse critique privilégiée que j'ai reçue de la part de Babello, que je remercie grandement d'ailleurs pour l'envoi, mais pour le coup sur Babello on est vraiment limité en fait dans le temps de la chronique. On a 30 jours pour rendre la chronique, et moi j'aime bien en général le faire tout de suite, au moins je sais que voilà, tout est bon. Donc c'est pour ça que je l'ai lu immédiatement. Et en plus, j'étais très curieuse de découvrir ce nouveau roman, donc apparaître aux éditions Verso, sachant que voilà, c'est une maison d'édition qui est toute neuve, qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps. J'avais lu il y a pas longtemps Butcher and Blackbeard, que j'ai adoré, qui était sur un tout autre registre. Donc là, j'étais ravie de le découvrir encore dans un registre différent. Donc déjà, je vais commencer par vous parler de ce roman en vous disant que c'est le premier tome d'une saga de 5. Donc il y a 4 autres tomes à paraître, dont un qui est prévu au mois de décembre, après les autres je sais pas. Donc il faut savoir que, étant donné que c'est un tome 1, forcément c'est un tome de mise en place, il est assez gros, il est très dense. Alors très dense dans le sens où c'est pas écrit forcément très petit, mais il se passe beaucoup de choses. Donc celui-ci fait un peu plus de 500 pages, mais la mise en place c'est quand même prendre du temps. La première moitié du roman peut souffrir de quelques longueurs, même si, je précise de suite, j'ai adoré ce roman pour la bonne et simple raison que je l'ai trouvé absolument passionnant. Il est passionnant, il est captivant. J'étais très attirée par le fait que ça se déroule en Irlande au début du XXe siècle. Et en fait, on assiste dans le livre à cette fameuse guerre d'indépendance entre anglo-irlandaises ou les catholiques contre les protestants. Donc j'étais vraiment très attirée par le sujet. Mais voilà, il faut savoir que c'est un tome de mise en place, que l'auteur prend le temps vraiment de poser tout le contexte, que la plume est très contemplative et
que le rythme est lent. Voilà, c'est pas un roman d'action, même si il y a des petits passages un peu plus, voilà, on est sur quelque chose de lent. Donc je préfère prévenir. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, parce que j'ai aimé le contexte historique que je ne connaissais très peu et j'avais très envie de découvrir. Mais après, je peux comprendre que pour certains d'entre vous, ça puisse être un petit peu rébarbatif au niveau de la lecture. Voilà, donc vous savez, j'essaye toujours d'être le plus clairvoyante possible pour pas vous lancer sur des livres qui vous plairaient pas. Et voilà, donc je tiens à le préciser. Donc moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Donc on va, en fait on est dans les, je crois que alors il y a un épilogue, on va y arriver. Donc il y a un épilogue en 1925. On sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique puisque le château de Deveril a brûlé. On sait que voilà, il reste qu'un amas de cendres et de pierres. Donc on sait que ce château a brûlé, mais on n'en sait pas plus et qu'il vient tout juste d'être racheté. Mais on ne sait rien de plus. On va repartir en 1910, si mes souvenirs sont bons, ou 1909, je crois, le premier chapitre, que je vous dise pas de bêtises, 1910. Et on va être au château des Deveril et on va faire la connaissance de Kitty Deveril qui est la benjamine de la famille. Et donc Kitty à l'époque a 9 ans. Au début de... donc en 1910, Kitty a 9 ans. C'est une petite fille espiègle avec un fort tempérament qui n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense, même quand il faut pas qu'elle le dise par rapport à l'époque, par rapport à son rang social. Et Kitty est quand même rejetée par sa mère un peu. On sent que la mère s'en fout un petit peu de sa benjamine, elle ne s'intéresse qu'à ses aînés. Et de fait, Kitty s'est beaucoup rapprochée de sa grand-mère, Adeline, donc qui est la maman de son père, et qui est un peu comme elle. Elle se ressemble beaucoup, autant physiquement que dans le caractère. Elles sont un petit peu fantasques finalement, toutes les deux. Et surtout, elles ont un don. Alors, je vous en dis pas plus sur ce don. Mais voilà, parce que ce château, Deveril, a été construit sur un terrain de la famille... Alors que j'ai oublié le nom, hein, je suis vraiment désolée. O'Neill, je crois. Et en fait, c'est les Deveril qui ont acheté ce morceau de terrain pour une bouchée de pain quelque part à des Irlandais, puisque les Deveril sont anglo-irlandais, on va dire. Et en fait, le château est victime d'une malédiction, c'est-à-dire qu'il emprisonne les âmes de toutes les personnes qui ont vécu dans le château, donc de tous les Deveril. Voilà. Donc ça c'est pour le côté un petit peu mystique, un petit peu fantastique de ce livre, mais qui est vraiment très faible. Hein. Voilà, je veux dire, on va pas non plus, on voit pas des fantômes, voilà. Donc ça déjà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré Kitty, qu'on va voir bien évidemment évoluer au fil des ans. Kitty s'est fait une amie qui s'appelle Bridie, et Bridie en fait c'est la fille de la cuisinière. Donc logiquement, elles ne devraient pas être amies, ça ne se fait pas. C'est pas entre guillemets dans les conventions, c'est pas dans les mœurs, mais voilà, elles sont amies en cachette et sa grand-mère, s'apercevant de ça en fait, va un jour, quand elles vont grandir, elle va nommer Bridie en fait comme sa femme de chambre, ce qui va leur permettre entre guillemets de vraiment être tout le temps ensemble et de voilà. Et de vraiment être amies, mais sans que ça se voit en fait aux yeux des autres. Et il y a aussi sa cousine qui s'appelle Célia, avec qui, voilà, elles sont toutes les trois un petit peu inséparables pendant la période de l'enfance et l'adolescence. Puis il va y avoir une cassure. Alors je ne vous dirai pas à cause de quoi, parce que sinon ça n'a aucun sens, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une cassure dans cette amitié, et elles vont un petit peu évoluer chacune de leur côté. Donc Célia est en Angleterre, Bridie va partir aux États-Unis. Et Kitty, elle est très attachée à l'Irlande et va se battre un petit peu pour garder ce château, va se battre pour, en disant qu'elle est irlandaise, même si, voilà, pour les Irlandais, non, elle n'est pas irlandaise, c'est une anglaise, mais elle se sent irlandaise, elle aime l'Irlande, elle aime ce château de tout son cœur. Donc voilà, il y a aussi de la romance, il y a de l'amitié, il y a de l'histoire. Pour moi, c'est un roman qui est très complet. Et qui m'a fait passer vraiment un bon moment. La fin, clairement, me donne envie de foncer sur le tome 2. Bon, il faudra attendre puisqu'il sort qu'en décembre. Mais c'est une saga que j'ai l'intention de poursuivre, ça c'est sûr. Parce que vraiment, la fin m'a fait un effet, voilà.
puisque il faut pas oublier que tout au long, bien évidemment, on va suivre ces 3 jeunes femmes, toutes avec des tempéraments différents, mais qui vont évoluer chacune de leur côté. Mais il y a un fil conducteur, c'est toujours ce château qui est finalement une personne à part entière dans ce roman, qui les réunit quand même tout le temps à un moment donné. Il y a beaucoup de secrets, les parents de Kichi, voilà quoi, sa mère elle est vraiment particulière. Et son père aussi. Donc son père est un coureur de jupons, un alcoolique, enfin bon vraiment, voilà, Kichi elle a un petit peu du mal quand même dans tout ça. Elle n'est pas vraiment aidée, heureusement qu'elle a sa grand-mère qui, même si elle est un petit peu farfelue, elle est adorable avec elle et elle est adorable en fait sa grand-mère, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc sachez qu'il sort le 5 juillet, je sais pas si je vous en ai bien parlé, j'essaie de vous en dire le maximum et le minimum en même temps parce que je ne veux pas non plus vous spoiler. Mais voilà, pour moi c'est un roman, c'est une fresque historique familiale qui vaut vraiment le coup. Si vous aimez l'Irlande et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce pays et si vous aimez bien évidemment ce genre de roman, donc qui vous plonge dans une famille et on va un petit peu tout décortiquer, tous les secrets, savoir tout ce qui s'y passe, faire la connaissance, il y a pas mal de personnages. C'est un livre qui doit être lu en prenant son temps, c'est pas un livre qu'on va, comme je dis, dévorer, comme je dis parfois avec certains romans, parce que là il faut quand même prendre son temps, tout assimiler et vraiment tout enregistrer. Donc voilà, moi j'ai mis, tac, je crois que j'ai mis 3 ou 4 jours pour le lire, alors que normalement j'ai un rythme un peu plus élevé quand même, puisque même en semaine j'arrive à lire entre 150 et 200 pages par soir. Là ça n'a pas été le cas quoi, j'ai mis plus de temps que ça. Donc voilà, mais allez-y en tout cas si vous aimez ce genre de roman. Et puis voilà, les paysages d'Irlande, franchement j'ai adoré, vraiment je me suis régalée. Donc ça c'était pour cette lecture là. Ensuite j'ai lu Là où volent les papillons de Suzanne Redfern aux éditions City, que je remercie, ainsi qu'Éric Poupée pour l'envoi de ce roman s'il passe par là. Donc ce roman je l'ai commencé samedi après-midi, je l'ai terminé hier en début d'après-midi. Je l'ai dévoré celui-là par contre, il se lit très vite, très bien. Je l'ai adoré, je trouve que c'est une belle leçon de vie, il dégage de jolis messages. Alors il est un petit peu bouleversant quand même, hein, pas qu'un peu, beaucoup, parce qu'il aborde des thématiques très importantes. On va parler ici, il va être question de deuil, de reconstruction, de stress post-traumatique, un petit peu d'injustice aussi. Et donc forcément, c'est un roman qui va un petit peu vous bousculer, mais j'ai adoré l'image qu'il dégage et ce qu'il reflète. Donc ici on va suivre Marie, avec son mari Léo et ses enfants, ses 3 enfants, qui viennent de subir un drame atroce puisqu'ils ont perdu une petite fille. Il faut savoir qu'ils ont 3 enfants, donc il y a les aînés, et il y avait les jumelles, les dernières, et il y a une des jumelles qui est morte noyée dans la piscine de la maison. Donc voilà, ils doivent faire face à ce drame qui est très compliqué, forcément perdre un enfant, c'est pas vraiment une chose très gaie. Et je pense que voilà, pour se reconstruire, ça doit être vraiment très compliqué. Et il décide de partir dans cette maison cette maison familiale qu'elle a récupérée de son grand-père, où elle a passé tous les étés pendant ses vacances quand elle était enfant. Elle décide d'aller là-bas, donc c'est un endroit qui est très nature. Voilà, franchement l'endroit m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le rapport à la nature avec ce livre. Je trouvais que c'était vraiment bien. Et sauf que quand ils arrivent là-bas, en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a une jeune femme, enfin non pas une jeune femme parce qu'elle n'est pas jeune, il y a une femme qui habite sur la propriété dans une cabane au bord du fleuve. Et elle dit que c'est le grand-père qui lui a donné cette cabane. Marie n'étant pas revenue depuis de nombreuses années, elle n'est pas au courant. Et elle se met en tête, entre guillemets, de chasser cette femme parce qu'elle veut vendre cette propriété pour un autre projet, pour repartir à zéro entre guillemets avec sa famille. Et là on va rentrer, les 2 femmes vont rentrer dans un conflit assez, je dirais, qui a pris des proportions inconsidérées, et la famille se divise parce qu'en vrai Davina elle est gentille, c'est pas une sorcière, elle a juste eu un grave accident qui l'a à moitié défiguré, donc elle a une apparence physique qui est
forcément un petit peu effrayante. Et en fait, ils disent que c'est une sorcière tout simplement parce qu'elle prépare des potions, elle prépare des choses avec des plantes pour soigner les gens, pour aider les gens. Et donc voilà, donc c'est pas une sorcière au sens où on pourrait l'entendre. Enfin oui, c'est pas une méchante quoi, c'est une gentille. Moi je me suis beaucoup attachée à Davina, j'avoue que par moments j'ai eu beaucoup de mal avec Marie. Alors même si je comprends tout à fait qu'elle vient de perdre un enfant, même si je peux comprendre en fait tout ça, toute cette situation dans laquelle elle est vis-à-vis de sa famille, mais je trouve qu'elle a eu des réactions très excessives vis-à-vis de Davina. Sachant tout le passé, tout le contexte, enfin voilà. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup aimé la fin, qui dégage un joli message comme je vous disais. J'ai adoré sa fille aussi, c'est sa fille Anna qui est adolescente et la petite Pénélope, donc qui est la sœur en fait de la petite jumelle qui est décédée. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu plus de mal avec le fils et avec la mère en fait. C'est le clan. Et le père, il est un petit peu entre les deux. Il sait pas trop comment se positionner. Donc il y a les pour Davina et les contre Davina entre guillemets. Mais voilà. C'est un livre qui nous ramène un petit peu à l'essentiel. Savoir de quoi on a vraiment besoin pour être heureux. Est-ce qu'on a besoin d'être riche à millions? Et est-ce que ça nous apporte forcément le bonheur? Alors je dirais que l'argent contribue forcément au bonheur, mais il ne fait pas tout. Parce que quand vous avez des coups durs dans la vie, quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, quand voilà, tout ça, ça ne s'achète pas en fait. Hein. On rachète pas un enfant qu'on a perdu, on rachète pas... Enfin voilà, c'était un petit peu l'esprit et franchement, j'ai passé un très très bon moment, je vous le recommande. Donc je connaissais l'auteur puisque j'avais lu Adley et Grace, qui doit être par là. Ouais, il est juste là, mais je n'arrive pas à l'attraper. Donc il est juste là, qui avait été édité il y a 2 ans aux éditions Faubourg-Marigny. Et je l'avais lu l'été dernier. Et franchement, j'avais adoré ce roman qui était... Alors on est sur un tout autre registre, mais qui était... Puisque Adley et Grace, c'est un petit peu un road trip avec 2 femmes. Mais là, on n'est pas du tout sur le même registre. Mais franchement, je vous le recommande. Si vous avez envie d'un roman un petit peu comme ça, un petit peu leçon de vie, je dirais. Enfin, leçon de vie. Et puis en plus, il lit super vite. Les chapitres sont très courts. On est sur un roman choral. On va donner la parole à tout le monde. Donc on a des chapitres avec Davina, on a des chapitres avec Marie, avec Léo, son mari, et avec les 3 enfants. Chacun prend la parole. Et ça, vous le savez, j'aime beaucoup le roman choral parce que ça nous permet de nous positionner et d'avoir vraiment les points de vue de tout le monde. Et voilà, ça j'aime énormément. Alors ensuite, sinon, cette semaine, je suis censée... non. Alors, j'ai démarré hier soir Jeux imprudents d'Emma Green, donc qui est paru aux éditions Addictive jeudi dernier. Je crois, le 13. Donc voilà, je l'ai quand même plutôt bien avancé puisque j'ai lu un tiers à peu près du roman. Bon, c'est un beau pavé. Donc, Jeux imprudents, c'est le tome 3 de la saga des Jeux interdits. Donc, j'ai déjà lu Jeux interdits et Jeux insolents. Là, j'attaque Jeux imprudents. On n'est plus sur les mêmes personnages puisque là, on va s'intéresser à Harry, qui est en fait le petit frère de Tristan. Voilà, donc on va s'intéresser à Harry dans ce tome qui est devenu grand maintenant. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on retrouve Liv et Tristan. Surtout Liv plus que Tristan. Et surtout, on retrouve Betty Sue qui est la grand-mère de Liv, complètement folle dingue. Vraiment très très fantasque, voilà, le genre de grand-mère qu'on aurait envie d'avoir. Et voilà, ça j'aime beaucoup. Et là, on va faire la rencontre de June. Après, je veux pas trop rentrer dans le détail pour la bonne et simple raison que c'est un tome 3 et qu'il y a une histoire autour d'Harry. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, je l'ai commencé hier en fin d'après-midi. J'ai déjà lu un peu plus de 200 pages. Donc c'est que forcément ça me plaît, parce que sinon, j'en aurais pas lu autant. Et ce soir, je dois attaquer en lecture commune avec Aurélie du coin de mon jardin littéraire. Retour à l'hôtel Portofino de J.P. O'Connell. Donc je crois que je vous l'avais montré déjà. Et j'ai lu récemment le tome 1, Hôtel Portofino, qui m'a laissé un petit peu mitigée sur la lecture, comme je vous disais, parce que beaucoup de personnages, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que... Enfin, il se passe beaucoup de choses. Non, en fait, il se passe pas grand-chose. On suit essentiellement la vie des personnages, mais il y a beaucoup de personnages, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'informations. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir ce tome 2, qui, je pense, sera différent au vu de la 4e de couverture, que je vous lirai pas, parce que je veux pas vous spoiler, mais au vu de la 4e de couverture, et surtout au vu de la fin du tome 1. Donc, je pense que voilà. Et en tout cas, cette couverture est juste dingue.
Donc je ne sais pas si je terminerai ces deux avant de clôturer ce vlog. Je pense que ce vlog je clôturerai mercredi. Donc je ne sais pas, dans tous les cas moi je vais vous laisser ici. Et comme d'habitude je vous dis à très vite. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le mercredi 19 juin. Alors je suis désolée, la luminosité n'est pas exceptionnelle, mais je ne vais pas encore vous faire un point météo, mais si quand même, il fait vraiment pas un temps d'été. On ne dirait pas que dans 2 jours c'est l'été, vraiment c'est abominable. Voilà, bon enfin bref, passons. Alors je vous reprends, je vais vous parler un petit peu de mes 2 lectures en cours. De mes 2 lectures en cours dont je vous ai déjà parlé, je crois, la dernière fois que je vous ai pris. Alors, sachant que je ne les ai pas terminés, mais je vais un petit peu vous en parler parce que je vais devoir clôturer ce vlog. On est mercredi, ça me laisse tout juste demain pour faire le montage et la mise en ligne pour que vous l'ayez vendredi matin. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par vous parler de... Je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. De Retour à l'hôtel Portofino de J.P. O'Connell, paru aux éditions Faubourg Marigny le... Ben je ne sais pas. Je me rappelle plus quand c'est qu'il est sorti. Mais il a dû sortir il y a une dizaine de jours à peu près, je crois. Il est sorti début juin. Bon, enfin voilà, honte sur moi. Alors, il me reste vraiment pas grand chose. Il me reste une 50aine de pages. Voilà, donc je suis quasiment arrivée à la fin et je suis agréablement surprise. J'ai passé un très bon moment. On s'ennuie vraiment pas dans ce tome. Il se passe plein de choses. On retrouve les mêmes personnages. On est de nouveau dans cet hôtel géré par Bella et sa fille. Franchement c'est top, j'aime beaucoup. Alors on est vraiment sur le même schéma que pour le tome 1, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, sauf que là comme je viens de lire le tome 1, je me perds pas. Je retrouve approximativement les mêmes, donc on est toujours pareil sur le même rythme, c'est-à-dire qu'on parle autant du personnel de maison que des propriétaires ou des clients. Donc on avait quitté l'hôtel Portofino, alors avec quand même quelques événements un petit peu marquants et bien évidemment moi j'avais quand même ma petite idée sur la chose, je me doutais de certaines choses qui allaient se passer et effectivement ça se passe. Bien évidemment je ne vais pas vous dire quoi. J'aime beaucoup Bella, même si là je vous avoue qu'il reste 50 pages et elle fait un petit truc qui me fait pourquoi tu fais ça? Mais bon voilà, je vais voir où elle va aller. Donc, on retrouve également Lucien, Alice, qui sont les enfants de Bella et Cécile. Mais voilà, je ne peux pas vous dire ce qui leur arrive forcément, parce que si je vous le dis, je vais complètement vous spoiler le tome 1 et c'est absolument pas le but. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime pas beaucoup parler des tomes 2 parce que j'ai toujours peur de dire des choses qui vont spoiler pour ceux qui voudraient découvrir le 1. Alors, je vous avais dit que le 1 était un petit peu mitigé. Alors mitigé dans le sens où la mise en place a été longue. Mais en lisant ce tome, je comprends pourquoi. Parce que forcément là, par contre, on rentre de suite dans le vif du sujet. Il se passe plein de choses. C'est un tome qui est très rythmé. Et j'aime bien cette ambiance italienne. Moitié italienne, moitié anglaise quelque part. Donc là, la cuisinière quand même se donne à fond pour faire des recettes italiennes qui nous mettent l'eau à la bouche. Donc voilà. Je peux que vous recommander finalement cette saga, même si j'étais un petit peu réservée par rapport à ce premier tome que j'avais trouvé un petit peu lent, où il manquait un petit peu, voilà, où c'était assez long à vraiment ce qu'on rentre dans l'histoire, alors que là on rentre tout de suite dans l'histoire. Et les avoir enchaînés, je trouve ça très bien par contre, parce que je pense que si je les avais pas enchaînés, déjà j'aurais encore oublié, j'aurais encore été perdue au milieu de tous ces personnages et j'aurais peut-être pas eu envie d'y retourner. Voilà, c'est comme quoi des fois, et ça me fait souvent ça d'ailleurs avec les sagas, c'est-à-dire que je lis un tome, j'adhère plus ou moins, ou j'adhère vraiment beaucoup, mais après j'y retourne pas, c'est un peu, voilà. C'est un peu bizarre. Donc mon retour est assez décousu. Je vous donnerai quand même dans le prochain vlog mon avis final sur ce livre. Mais voilà, pour l'instant je passe un très bon moment de lecture. Ensuite j'avais démarré Jeux imprudents d'Emma Green paru aux éditions Addictive le 13 juin. Donc j'ai quand même bien avancé puisqu'il me reste à peu près je crois 200 pages à lire. Donc là on est sur un tome 3.
Donc là, on va s'intéresser à Harry et June, qui est une amie d'enfance, entre guillemets. Enfin non, c'est une amie d'enfance d'Harry. Ce sont deux personnages vraiment très torturés. L'histoire est très torturée. June a fui un passé compliqué. Elle est en fuite, mais vraiment, c'est vraiment le mot, c'est en fuite. Et elle va retrouver Harry, son amour de jeunesse, son meilleur ami quand elle était enfant. Donc après, je peux pas trop vous en dévoiler non plus parce que là, pareil, je risque de spoiler pas mal de choses. Donc elle va le retrouver. On est sur un trope enemy to lovers, second chance, best friend. C'est un petit peu tout mélangé. Moi voilà, je trouve que ces personnages sont vraiment quand même très torturés. Ils sont très jeunes, ils ont 18 ans, donc ce qui fait que j'ai quand même un peu de difficulté à m'identifier aux personnages. On est sur un mood fac, voilà, on est vraiment dans le truc, on n'est pas dans la vie active encore, enfin bon bref. Mais voilà, j'aime bien ma lecture, ça sera pas un coup de cœur. Voilà, ça sera pas un coup de cœur, mais j'aime bien ma lecture et encore une fois, je serais curieuse de découvrir la suite où je pense qu'ils sont adultes. C'est un petit peu comme Jeux interdits et Jeux insolents où on a au départ un couple entre guillemets de très jeunes adultes et qu'après on passe par contre sur un tome où ils sont adultes. Donc voilà. Donc dans tous les cas, je vous reparlerai de ces deux livres dans mon prochain vlog. Je vous ferai un petit retour rapide, je vais pas non plus y passer trop longtemps parce qu'à force, ça fait beaucoup. Et sinon, moi, je dois attaquer demain. Tadam! Voilà, et là, je suis vraiment trop contente. Donc c'est le tome 4 de la saga Season de Morgane Moncomble, paru aux éditions Hugo aujourd'hui. Un été pour te retrouver. Donc c'est le tome consacré à Jasmine. Et j'ai vraiment trop hâte parce que là on est sur un trope seconde chance et c'est un trope que j'aime énormément. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce que nous a réservé Morgane Moncomble dans ce tome. Donc j'espère aussi qu'en le démarrant, ça va faire venir l'été, hein, voilà, puisque ça y est, il faut que l'été vienne. On le réclame à corps et à cri. Donc voilà, donc c'était pour vous le montrer et vous dire que dans tous les cas, j'en parlerai forcément dans mon prochain vlog, puisque c'est celui que je suis censée démarrer demain. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce vlog, même si les deux derniers retours sont un petit peu partiels vu que j'ai pas vraiment terminé ces lectures, mais comme je vous dis, je vais en parler dans le prochain vlog. J'espère en attendant que vous aurez trouvé des idées de lecture, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. L'élocution est compliquée ce soir. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez regardé ce vlog en entier, on va faire venir le soleil. On va l'appeler très fort. Donc vous me laissez un petit soleil en commentaire. Voilà, ça m'aide beaucoup de voir qu'on regarde mes vidéos en entier. Et puis voilà, d'avoir vos commentaires. Je suis toujours tellement contente, même si des fois je mets un peu de temps à vous répondre. Je suis toujours tellement trop contente quand je lis tous vos commentaires. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.